Dans un monde où les portes existent, remplies de monstres dangereux et de trésors précieux, Lisa Boyne est Elpham. Cependant, contrairement à l'habitude d'être le plus fort, Elpham n'est qu'un esclave à pas, traité comme une distraction, pour permettre à ses contractants d'échapper aux griffes du monstre. Hélas, le destin lui réserve autre chose. Lentement mais sûrement, il se transforme en le plus grand mage télékinésiste et devient le dernier explorateur. Néanmoins, il connaît bientôt une mort prématurée aux mains du roi dragon. Hortal, qui met fin non seulement à son voyage, mais aussi au monde entier. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Au bord de la mort, alors qu'il pousse ses derniers soupirs, il est mystérieusement téléporté dans le passé. Là, il se promet de devenir encore plus fort qu'avant, et reprend son voyage, cette fois-ci avec encore plus de détermination que la précédente. L'histoire commence dans une belle ville portuaire appelée Leith Harbor. Des navires du monde entier viennent ici, et l'un d'entre eux amène Raymond, un jeune garçon enthousiaste, à terre. Nous sommes enfin arrivés. C'est donc Leith Harbor, s'écrie le garçon plein d'impatience. Que va-t-il se passer? Il y voit tous les marchands qui vendent leurs articles et leurs services, et se laisse éblouir par le spectacle de cette ville animée. Mais qu'est-ce qu'une fille lapin fait ici? Quel genre de potion vend-elle? Elle a l'air louche. Il s'avère que ce garçon n'est pas seul. Il est accompagné de 2 de ses amis. Un bichobna à la peau foncée nommé Walker, un homme joufflu appelé Terran et une femme nommée Charlotte, comme eux. C'est dans ce port que leurs aventures vont commencer. Apparemment, à cette époque, les explorateurs du monde entier créaient leurs propres équipes et cherchaient à devenir des héros. L'âge des aventuriers, diront certains. Dans ce monde imaginaire, des portes sont apparues soudainement. Au-delà de ces portes mystiques se trouvaient des monstres terrifiants que l'on ne voyait pas dans le monde de l'érable. Bien sûr, même si de nombreux explorateurs sont morts aux portes, en raison des récompenses qui pouvaient être obtenues à l'intérieur, beaucoup rêvaient d'entrer et de s'emparer des trésors. Hélas, Walker et son groupe ne sont pas très enthousiastes à l'idée de perdre leur vie dans cette entreprise, et Walker suggère donc qu'ils aient besoin d'un appât. Comme il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se trouve à l'intérieur de ces portes, tant qu'ils n'y sont pas entrés eux-mêmes, ils ne peuvent pas établir un plan d'action à l'avance. De nombreuses personnes ont perdu la vie à la suite d'arrivées soudaines, et c'est précisément pour cette raison qu'elles avaient besoin d'un esclave appâté. En entendant cela, Charlotte est immédiatement d'accord avec ce plan, sans même hésiter un instant. Dans son esprit, il serait bon que quelqu'un distrait les monstres, ce qui leur donnerait le temps de s'échapper, juste au cas où les choses tourneraient mal. Eh bien, ils ne sont pas aussi adorables que je le pensais. Ils se rendent donc tous à un marché d'embauche voisin, où l'un des marchands, alias les négriers, les vendeurs d'esclaves, montre au groupe tous leurs esclaves appâtés. Le marchand recommande également 2 jeunes garçons frais, affirmant qu'ils sont aussi vivants que les appâts, et Walker décide donc de les acheter tous les 2. Plus on est de fous, plus on rit, je suppose. Maintenant, avec leur distraction, l'équipe se dirige enfin vers ces portes mystiques. Avant qu'ils n'entrent, Walker révèle que il est d'usage de marquer le pilier lorsque l'on entre. Cela permet de savoir combien d'autres personnes sont entrées à l'intérieur, avant et comme il semblerait. Personne d'autre ne s'est encore présenté à cette porte spécifique, ce qui fait d'eux les premiers pour cette porte. Sur ce, ils franchissent enfin tous le seuil de la porte, dès qu'ils entrent. Raymond commente l'impression bizarre qu'il a de passer à travers, et il est immédiatement envoûté par ce qui l'entoure. Apparemment, c'est la première fois qu'il voit un endroit aussi mystique, et il remarque que c'est très différent de ce qu'il avait imaginé. Même les esclaves appâtés restent sans voix, mais Walker leur dit de se détendre. Selon lui, la porte est normalement créée à une certaine distance de l'endroit où les monstres se rassemblent, donc ils devraient être en sécurité pour l'instant. Cependant, ils ne peuvent pas pénétrer dans cet endroit par la porte d'entrée, et leur priorité absolue est donc de trouver la porte de sortie. Cependant, il semble que le destin ait quelque chose d'autre en tête pour ces aventuriers. En effet, Charlotte entend quelque chose derrière elle. Lorsqu'elle se retourne pour voir ce que c'est, elle a déjà été dévorée par un monstre surgi de nulle part. Tout le monde se retrouve alors dans le plus grand désarroi, mais ce n'est pas tout. En un clin d'œil, le groupe se retrouve encerclé par une horde de ces monstres. Se rendre compte qu'ils sont dans la pire des situations. Walker sort son arme et tire une flèche de feu. Il réussit à tuer un monstre qui a dévoré son compagnon et à sauver Charlotte. Mais ce n'est pas tout. Il comprend que quelque chose ne va pas. Il ordonne au reste de ses hommes d'attacher les esclaves appâts à un arbre, annonçant « Nous nous échappons d'ici ». Bien entendu, les esclaves supplient également pour leur vie, mais Taren les menace avec un couteau en leur disant de se taire. C'est vraiment méchant. Laissez-les au moins plaider pour la liberté. Raymond, quant à lui, est traumatisé par tout cela et attache les esclaves à l'arbre.
Il s'excuse pour le sort cruel que ses amis leur ont réservé. Ainsi, alors que les esclaves sont déchiquetés par les monstres, le groupe parvient à s'enfuir. Là, Walker, portant Charlotte grièvement blessée, proclame que leur aventure est un échec. Il aurait dû acheter quelques appâts supplémentaires, cela aurait peut-être aidé. Il affirme que le franchissement de cette porte n'a pas d'importance pour l'instant, et qu'ils doivent d'abord trouver la porte de sortie le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Raymond perd la tête. Tout cela est trop lourd pour qu'il puisse l'assimiler d'un coup, mais Taren intervient. Il saisit Raymond par le col, lui disant de se ressaisir. Malgré l'échec de cette mission, ils peuvent toujours se préparer et réessayer. Ce qui est important maintenant, c'est qu'ils se concentrent et n'abandonnent pas, quelle que soit la gravité de la situation. « Survivons tous ensemble », s'exclame-t-il. Mais vous savez, tout cela semble trop beau pour ne pas être un drapeau de la mort. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'un monstre se faufile derrière lui assène un coup et réduit son corps en bouillie, laissant Raymond chier dans son pantalon. Voyant cela, Walker tente à nouveau de combattre la bête, mais cette fois, il est lui aussi attaqué et dévoré en un clin d'œil. Raymond reste donc en vie et paralysé par la peur. Il tente de ramper pour s'éloigner du danger. Hélas, ses efforts sont vains et ne tardent pas à porter leurs fruits. Lui aussi est capturé. La bête commence alors à le dévorer vivant. Raymond hurle de douleur. À ce moment-là, il aperçoit une lueur d'espoir. Au sommet d'un arbre, il aperçoit l'un des esclaves appâts en vie. Il révèle que tout son groupe a déjà été tué et ordonne à l'appât de le sauver, déclarant qu'il est impossible de s'échapper de cet endroit tout seul et qu'il aura besoin de toute l'aide possible. Cependant, l'appât se contente de le fixer d'un regard vide. Voyant cela, Raymond devient de plus en plus désespéré et finit par perdre les pédales. « Ne te contente pas de regarder et de m'aider, espèce de salaud !» Il crie à haute voix et, en réponse, l'appât descend. Pourtant, avec un sourire en coin, il explique qu'il est déjà trop tard. Le monstre a déjà dévoré la majeure partie du corps de Raymond. Dans ces derniers instants, Raymond montre enfin son vrai visage. Il commence à condamner l'appât en posant la question suivante. « Pensez-vous que ce sera différent pour vous ? En fin de compte, vous êtes le prochain, proclame-t-il. Alors que le monstre mange tout entier et commence à marcher vers le seul survivant. Tout d'un coup, le monstre accélère et s'élance vers sa prochaine proie. Et il semble que l'appât soit pris au dépourvu. Pourtant, c'est loin d'être le cas. Il s'avère que cet appât n'est pas vraiment un esclave. Il est le personnage principal de cette histoire, avec un regard calme et confiant. Il annonce qu'il ne mourra pas. En une fraction de seconde, il se met en position et perce le corps de la bête, tandis que sa nourriture tombe sans vie sur le sol. Il révèle que l'endroit où je suis mort n'était pas ici. Bon sang, c'était vraiment pas mal. D'autre part, quelque part dans ce monde, un groupe d'aventuriers se tient au sommet d'une falaise. Ils regardent au loin une horde de démons et de bêtes volantes se diriger vers eux. Le chef de file n'est autre que le roi des dragons, Hortal. D'après ce que l'on peut voir, ce groupe a perdu tous ses alliés. La région de Kenteris est tombée, et ils n'ont plus personne sur qui compter. Les chevaliers du Cygnus, la résistance, les croisés silencieux, et même les 6 héros, qui s'appelaient autrefois les espoirs, sont maintenant tous dans un fossé quelque part. Il ne reste plus que le dernier explorateur, Elpalm. Attendez une seconde. Ce type me semble familier. Est-ce un flashback vers le futur ? Quoi qu'il en soit, malgré les obstacles, le groupe va de l'avant sans crainte. Alors que le roi dragon, accompagné de toutes ses troupes, se rapproche de la bataille imminente. Elpalm ordonne à ses hommes de se préparer. « C'est notre dernière aventure », proclame-t-il. « Mon frère, pourquoi continuez-vous tous à brandir des drapeaux de mort évidents ? Vous allez tous mourir maintenant, ou peu de temps après. Le champ de bataille autrefois bruyant n'est plus que ruine. Les flammes ont réduit la forêt en cendres, et le seul qui reste debout, c'est Elpalm. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit ? Ayant subi un nombre incroyable de blessures, il tombe en miettes au sol, entouré des cadavres de son équipe tombés au combat. De plus, il voit devant lui la tête décapitée du mangeur Hortal. Hélas, tout cela ne sert à rien. Dans le ciel, on voit Hortal régénérer la seule tête. Elpalm a réussi de justesse à la couper. Pendant ce temps, la bête refuse d'abandonner et repart à l'assaut. En voyant cela, il se rend compte que tout cela n'a servi à rien. C'est là que les choses s'arrêtent enfin. Le monde et même ses aventures avec son équipe. Cependant, il n'y a aucune chance que vous les laissiez se terminer ainsi. Soudain, la rage envahit tout son corps et il frappe furieusement le sol. Ne plaisantez pas avec moi. C'est comme ça que ça se termine. Il s'interroge sur la rage qui se lit sur son visage. Il se souvient que tout le monde s'est sacrifié pour assurer leur victoire, mais que cela n'a rien changé. Furieux, il se relève en criant à haute voix. « Je refuse d'accepter cela », proclame-t-il. Il repère l'Hortal qui vole dans le ciel,
et affirme que les choses ne peuvent pas se terminer ainsi. Il rassemble toute son énergie dans une dernière attaque, sa dernière tentative pour arranger les choses. Il risque sa vie pour venger ses amis. Malheureusement, son corps est à bout. Avant qu'il ne puisse déclencher l'explosion, il commence à s'effondrer. Il s'effondre sur le sol et se vide de son sang, donnant à Hortal l'occasion de mettre un terme définitif à la situation. De nulle part, la bête libère une explosion qui frappe Elpham et l'envoie dans un abîme de ténèbres. Là, il se demande pourquoi les choses se sont terminées ainsi. S'il avait plus de pouvoir, il pourrait changer le cours des choses. Juste un de plus, si j'avais juste une chance de plus. Juste à ce moment-là, il rouvre les yeux et reste complètement choqué. Lorsqu'il se réveille de ce sombre abîme, il est choqué de se retrouver dans une cellule miteuse, battue et ligotée. Un vieil homme en colère le harcèle, mais Elpham se préoccupe davantage de savoir s'il est en vie ou non. Lentement, il se souvient. Cette cellule, cette scène, ne lui est que trop familière. Oui, nous venons de le voir dans le dernier chapitre. Il est de retour au marché aux esclaves. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Le marché aux esclaves a disparu depuis longtemps. Oui, le voilà. Et le marchand en face de lui est la même ordure qu'il a vendue il y a 6 ans, alors qu'il n'était qu'un esclave appâté. Pendant ce temps, le marchand d'esclaves n'est pas du tout content. Il décide de le punir en lui donnant une bonne correction. Cependant, la seule chose qui préoccupe Elpham, c'est de savoir si ce qu'il a supposé est vrai. Alors je suis retourné dans le passé. Ce jour-là, il est revenu au point de départ de son histoire, après s'être fait saigner le nez par son propriétaire. Elpham commence à se demander s'il ne rêve pas, mais il en vient rapidement à la conclusion que tout cela est trop réel pour être considéré comme un flashback, même s'il est difficile de croire qu'il n'y a pas d'autre explication. À ce moment-là, Raymond et son groupe arrivent au marché et achètent Elpham. Et là, il se rend enfin compte d'une chose. Il n'y a aucune raison de compliquer les choses. C'est ma deuxième chance. Cela nous ramène à l'intérieur de la porte, où Elpham ramasse l'arme de Walker, un bâton de flèche de feu. Apparemment, c'est une compétence utile, mais ce n'est pas suffisant. Dans son esprit, un aventurier doit avoir quelque chose de plus qu'une arme, sinon ce n'est pas la peine d'être venu jusqu'ici. Tout à coup, il trouve le pied d'une des victimes et s'exclame que certaines personnes ont tendance à cacher leurs objets de valeur dans leurs chaussures. Ainsi, il fouille le coffre et trouve un anneau de psychokinésie. Mais il n'a pas le temps de se détendre. Tout d'un coup, il sent qu'un groupe de monstres s'approche de lui et il est encerclé en une fraction de seconde. Les monstres se liguent tous contre lui et parviennent même à briser sa lance en deux. Elpham est donc dans l'embarras, mais il n'a pas été le dernier explorateur pour rien. Il était le dernier explorateur pour que le roi dragon puisse l'envoyer dans le gouffre des ténèbres. À l'aide de son bâton et de son anneau nouvellement acquis, il lance une attaque par caméra, tuant rapidement tous les ennemis. Mais alors qu'il commence à prendre de l'assurance, il se rend compte de la gravité de sa situation. Le bâton semble avoir été mis en veilleuse, et avec les bêtes agitées qui l'attaquent à tour de bras, il est obligé d'utiliser le bâton comme une massue pour assommer ses adversaires. Finalement, le bâton recommence à fonctionner. Et cette fois, il met fin à la situation en une seule attaque. Tout à coup, Charlotte, qui s'avère être toujours en vie, bien qu'à peine, prend la parole. Elle s'interroge sur l'identité de cet esclave à pas. Elle engourdit le cercle sur la main d'Elpham, se demandant comment un esclave comme lui peut s'éveiller. Pour elle, il semble que ce soit lui qui soit à l'origine de tout ce gâchis, mais Elpham révèle que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, même si tous les aventuriers avaient réussi à survivre, il les aurait tous tués lui-même. Je méprise absolument les gens comme vous. Qui utilise des humains comme appât? Annonce-t-il en mettant un terme à cette affaire et à la vie de Charlotte. Il retourne alors dans le monde réel, où tout le monde reste perplexe, de voir qu'un simple esclave d'appât a réussi à revenir tout seul. D'un autre côté, Elpham révèle que les dés sont déjà jetés. Il doit se dépêcher pour que les choses ne se répètent pas. D'abord, je dois me débarrasser de cette marque d'esclave. Il se rend donc au quartier général du marchand Gapre, l'organisation qui a réduit Elpham en esclavage pendant les 6 dernières années. Là, il raconte l'histoire à un gros bonnet du nom d'Ives, qui est complètement abasourdi, pour apprendre que l'esclave solitaire est revenu en un seul morceau. Pas de cicatrice ou d'échymose, alors que tout l'entourage avec lequel il s'est aventuré est supposé être 6 pieds sous terre. Yves n'en revient pas et marmonne que cette situation est vraiment déconcertante. Non seulement il survit, mais il revient volontairement sur ses pas, au lieu de s'enfuir comme tous les autres. Il semble que les malheureuses âmes réduites à l'esclavage pour dette servent d'appât à maintes reprises. L'unité qu'ils réussissent à récupérer. Il n'est pas étonnant que les gens essaient de s'enhardir à la première occasion. Mais Elpham? Oh non, il ne mord pas à l'hameçon, ce qui signifie qu'il est parfaitement conscient de ce qui se passe, de l'emprise des marchands de Gapre sur lui.
car la seule issue est la mort, telle est leur devise. Mais même s'il s'agit d'un cas tout à fait particulier, ce n'est pas comme si Ives était lui-même un gros bonnet, a besoin d'être informé de tous les détails. Mais ce n'est pas tout. Son assistante lâche une autre bombe. Cet esclave a réussi à franchir le premier cercle. Voilà qui donne des sueurs froides à Ives. Il se rend compte qu'Elpam n'a probablement pas de sentiments chaleureux à leur égard après qu'il a été réduit en esclavage. Si les choses tournent mal, il pourrait y avoir des problèmes avec un T majuscule. Et ce n'est pas tout. Elpam veut faire modifier son contrat et vise le statut d'explorateur. Ives se contente de dire qu'il s'agit d'un paysan qui ne sait pas où il est. Pourtant, il a reçu l'ordre de Lord Reichen lui-même d'enquêter sur ce désordre. Le nom de Reichen fait bondir Ives de son siège. Apparemment, c'est l'un des dirigeants des marchands de Gapre. Alors pourquoi se soucierait-il d'un simple esclave? Mais il a beau essayer de relier les points entre eux. Il reste bloqué sur une seule conclusion. Ne me dites pas que c'est à cause de ça? Sur cette bombe, l'assistant fait une offre de duel, laissant Ives s'interroger sur l'audace de l'esclave qui rêve de devenir un aventurier. Dans ce monde, sous le règne de l'impératrice Sigmus, l'esclavage était censé appartenir au passé. Oui, c'est vrai. Dans le fond, les humains sont toujours enchaînés au dollar tout-puissant. Ou, dans ce cas, au Messos. Empruntez de l'argent et ne pouvez pas rembourser, dites bonjour à votre nouvelle vie de travailleur manuel. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le père d'Elpam, sa seule famille, a mordu la poussière. Le pauvre homme a acheté des médicaments à ces salauds de Gapre pour son père et s'est rendu compte qu'ils avaient augmenté le prix. L'instant d'après, il s'est retrouvé endetté jusqu'au cou et réduit en esclavage pendant 6 longues années. Mais maintenant, c'est l'heure de la revanche. Elpam se retrouve donc face à face avec Ives, qui ne demande qu'à lui faire miroiter une carotte, en proposant de le faire passer au rang d'explorateur F et de modifier son contrat. Mais Elpam n'est pas prêt à danser sur l'air d'Ives. Il n'a pas l'intention d'obtenir un rang E, merci beaucoup. Mais de toute évidence, Ives n'y croit pas. Elpam n'a même pas encore été classé par l'association des explorateurs. Mais Elpam riposte en affirmant qu'il s'est lancé dans l'aventure ces 3 dernières années, avec des centaines de portes à son actif. Pour lui, c'est la survie qui compte, pas le nombre de monstres qu'il a abattus, mais Ives n'est pas non plus de retour en blues. Il est convaincu qu'Elpam n'aurait aucune chance dans une classe supérieure en solo. Dans son esprit, il se dit « ce type est un vrai cinglé ». Pourtant, il y a quelque chose à propos d'Elpam, quelque chose d'étrange qui fait qu'Iduski est un coup à prendre. Il lui parle d'un portail, limité à 5 personnes, avec un nombre de morts pour appeler les parties, faire ses preuves. Si vous avez cette valeur, je ferai ce que vous voulez. Iga sourit en tendant le contrat à Elpam. Elpam s'associe donc à une équipe en haillons pour s'attaquer à ce piège mortel qu'est la porte. Il y rencontre Chev, le chef d'équipe qui semble plus louche qu'un palmier à minuit. Chev présente le reste de la bande et disons-le, ils ont tous l'air d'avoir quelque chose à cacher. Selon Chev, leur mission consiste à récupérer le butin laissé derrière eux, par les 12 groupes condamnés qui les ont précédés, ramener la marchandise et ils rouleront sur l'or, 3000 mésos chacun pour être précis. Ils se dirigent donc vers la porte et installent leur campement dans un arbre voisin. Pendant qu'ils se promènent, Chev divise le groupe en 2 équipes. Chev et Elpam font équipe tandis que les autres, Tom, Max et Ro, forment la 2e équipe. Mais quelque chose ne va pas. Il n'y a ni trésor ni monstre en vue. Peut-être ont-ils choisi de camper trop près de l'entrée, réfléchit Chev. Si c'est le cas, ils devront s'aventurer plus loin demain. Pendant qu'ils discutent, Chev exprime sa sympathie pour Elpam après avoir entendu son histoire, et lui offre même une place dans leur équipage. Mais la journée se solde par un échec pour les 2 équipes. Plus tard dans la nuit, après avoir partagé un repas, Chev rend visite à Elpam qui dort, et il n'est pas seul. Chev essaie de le réveiller, mais Elpam est dans les vapes, riant comme une bande de hyènes. La bande révèle qu'elle a ajouté une potion de sommeil à la nourriture d'Elpam, tout cela pour le bien de son bâton de feu, vaut la coquette somme de 10 000 mésos. Soudain, Max se rapproche d'Elpam, prêt à frapper. « Et si on faisait un peu de travail maintenant » ricane-t-il. Cependant, au moment où la lame frappe l'Elpam endormi, l'attaquant se rend immédiatement compte que quelque chose ne va pas. Il enlève la couverture qui recouvre le prétendu Elpam, révélant qu'il n'est pas là. En voyant cela, tous les explorateurs restent bouche bée, et Chev ordonne à son équipe de le retrouver immédiatement. Elpam pourrait encore se cacher dans les environs, mais ce n'est pas comme s'il le savait un jour. Une énorme explosion se produit soudain, projetant tout le monde dans les airs. Cela laisse tout le monde de plus en plus perplexe. Ils s'emparent rapidement des objets et des rations qui leur tombent sous la main et tentent de fuir les lieux, se demandant si Elpam n'est pas derrière tout ça. Ouais, sans déconner Sherlock. Hélas, leur fuite ne sera pas si facile. En regardant au-delà des flammes de l'explosion,
Ils découvrent un énorme monstre visqueux devant eux. C'est alors que Shev comprend enfin. Elpam, ce salaud, nous a utilisés comme appât. L'équipe entière saute alors de son arbre, juste au moment où la bête dévore un trou. Pendant ce temps, Elpam observe le déroulement de l'épreuve à distance. Il commente la négligence de l'équipe, affirmant que si elle voulait le tromper, elle n'aurait pas dû agir avec gentillesse à son égard. Je veux dire que dans un endroit où 12 parties ont déjà trouvé la mort, ces personnes ont accueilli quelqu'un qui était à l'origine un esclave appâté, ce qui signifie qu'il avait probablement des arrière-pensées. Quoi qu'il en soit, il est heureux que son jeu ait fonctionné et que le chef de cette porte soit ce monstre visqueux. Bien que l'on ait supposé que le patron se montrerait en raison des traces de corrosion, il est encore plus grand que ce à quoi il s'attendait. De l'autre côté, Shev et les autres courent pour sauver leur vie. Shev explique qu'ils sont complètement désavantagés. Le monstre qu'ils affrontent est connu sous le nom de Gold Slime, un monstre boss rare qui ne peut pas être vu dans le monde de l'érable et qui n'apparaît que dans les portes de grade rouge. Le corps de cette bête est composé d'acide, le pire adversaire des explorateurs de mêlée, comme eux. À ce moment-là, ils remarquent que quelque chose vient dans leur direction et dit au hasard à Tom de se baisser, ce qui leur a permis d'esquiver de justesse une attaque à distance envoyée par la bave. Il s'avère que ce monstre peut également utiliser flèche acide, une compétence qui tire de l'acide depuis l'intérieur de son corps. En entendant et en voyant cela, Tom fait pipi dans son pantalon et fait une dépression nerveuse. Le désespoir se dessinant sur son visage, il demande à Shev s'ils peuvent même se battre face à un tel adversaire. En tant que tel, Shev suggère d'abord d'échapper à la portée du monstre. Apparemment, Flèche Acide a un temps de recharge d'1 minute, et ils doivent mettre à profit ce temps pour se réorganiser et trouver le moment opportun pour détruire le noyau dur, qui est centré sur la tête du monstre. Cependant, ils n'auraient pas dû le dire à tout le monde. En entendant cela, Max devient soudainement un peu arrogant. Il lui indique que la compétence est en cours de refroidissement. Max a une idée géniale pour s'occuper rapidement de ce chef. « Nous avons tout le temps, laissez-moi faire », annonce-t-il en s'élançant pour tuer cet ennemi d'un seul coup. Ce n'est pas une bonne idée si vous voulez mon avis. Bien sûr, il tente de l'arrêter, mais en vain, Max est déjà à mi-chemin de son attaque. Mais vous savez, ce n'est pas toujours une mauvaise chose d'écouter les autres. Au moment où Max s'approche de lui, le monstre déchaîne à nouveau la flèche acide, qui fait fondre Max en deux, et laissant Shev avec des frissons le long de sa colonne vertébrale. Le temps de recharge était encore censé être en vigueur, mais bon, que peut-on faire? Avec un barrage de flèches, le monstre absorbe et mange Max, le transformant en un tas d'os. Pendant ce temps, Elpam observe tout cela de loin et explique que Shev n'avait pas tort, même si ses informations étaient insuffisantes. La bave d'or devient plus forte avec plus d'objets. Il consomme, et comme tel, le temps de recharge diminue avec sa croissance. De plus, la taille admirable de cette bête montre qu'elle a déjà absorbé une tonne d'objets et qu'elle peut maintenant tirer des flèches acides sans temps de recharge. Je comprends pourquoi les groupes qui nous ont précédés ont tous été éliminés, s'exclame-t-il. En l'état actuel des choses, le boss est déjà bien au-delà du niveau typique d'un slime d'or, un ennemi que les explorateurs du premier cercle n'ont aucune chance de vaincre. De plus, il n'y a plus d'objets dans cette porte, ce qui signifie que la mission est déjà un échec. Soudain, les mots d'Eva résonnent dans son esprit. « Prouve-le toi-même », dit-il. En se souvenant de cela, Elpam émet un petit rire. Retour au monstre, qui a déjà tué sa proie et se promène tranquillement. De nulle part, une énorme flèche de feu entre en contact direct avec lui et inflige d'importants dégâts. De loin, Elpam s'exclame « Pas mal ». Apparemment, il a ciblé le cœur du monstre, mais il n'a pas pu le traverser en un seul coup, et je me demande si c'est à cause de la résistance à la magie. Néanmoins, il suffit d'un peu plus de temps et de 4 ou 5 tirs supplémentaires pour y parvenir. Évidemment, le monstre n'accepte pas la mort aussi facilement et tente de contre-attaquer en envoyant un barrage de flèches d'acide vers son ennemi. Bien qu'Elpam soit capable d'esquiver les attaques au début, la pression constante commence lentement à l'atteindre. Pourtant, il ne faiblit pas. Grâce à sa télékinésie, il réussit à planter sa dague dans un arbre proche, l'utilisant comme point d'ancrage pour se balancer d'un endroit à l'autre. Dans son esprit, il sait qu'il doit frapper le même endroit à plusieurs reprises, sans commettre la moindre erreur, sinon cela pourrait lui coûter la vie. Bien sûr, ce n'est pas une tâche facile s'il s'agissait d'un magicien ordinaire. Hélas, il n'est pas normal. Il est fou. Il est fou. C'est possible pour lui. Depuis qu'il s'est titré dans sa vie précédente. Comme le plus grand mage psychokinésiste, finalement, il parvient à se mettre en position favorable et décoche une nouvelle flèche de feu, en frappant exactement au même endroit qu'auparavant. Mais ce n'est pas tout. Il reste encore 3 prises de vue à réaliser,
Et il continue donc à faire des pitreries, passer rapidement d'un endroit à l'autre et attaquer sournoisement. Lentement mais sûrement, il ne reste plus que 2 tirs pour que la bête tombe. Cependant, le monstre s'habitue lentement aux attaques d'Elpam. Lorsqu'il lance une nouvelle flèche, le boss parvient à l'esquiver, laissant Elpam surpris par la vitesse de ce blob visqueux. Hélas, cela ne sert à rien. Grâce à sa télékinésie, il modifie simplement la trajectoire de l'explosion, en exposant enfin le cœur de l'appareil. Il décide alors d'en finir une fois pour toutes. À grande vitesse, il se rapproche, affirmant qu'il n'a besoin que du dernier. De son côté, le monstre se doutait déjà de ce qui allait se passer et se prépare à écraser Elpam avec son membre lorsqu'il s'approchera suffisamment. Il est évident que l'un des plus grands explorateurs ne se laissera pas prendre à une tactique aussi simple, et lui, grâce à ses pouvoirs de télékinésie, peut facilement éviter de se faire écraser. Sur ce, il se met en position et décoche une nouvelle fois une flèche de feu. En réaction, la bave dorée tente de protéger son noyau, sacrifiant volontiers son bras pour atteindre cet objectif. Mais tous ses efforts sont vains. Elpam affiche un sourire sinistre et modifie la trajectoire de son explosion, la faisant contourner la main de l'ennemi et entrer en contact direct avec le noyau. Par conséquent, le noyau commence à se briser, le monstre visqueux explose et suinte de l'acide. Ne voulant pas être transformé en un tas d'os, comme Max, Elpam s'éloigne de l'explosion acide et se réfugie au sommet d'un arbre, où il voit la destruction causée par les conséquences de son combat. Alors que les choses se calment, notre héros revient sur le terrain, qui a été détruit par tout l'acide, et il commence à repérer les environs. Il y trouve un objet qui attire son attention et le récupère, révélant que cet objet est devenu le noyau du monstre. Cependant, dès qu'il s'en saisit, le noyau commence à rayonner une énorme quantité de puissance. Ce pouvoir forme alors une barrière rouge autour d'Elpam, qui fixe intensément cet orbe. Quoi qu'il en soit, cela marque la fin de la mission, et il se retrouve à nouveau dans une situation où il n'y a pas d'autre solution. Se retire à la base des marchands de Gapro, où il rencontre à nouveau Evus. En le voyant revenir de cette redoutable porte, Evus remarque qu'Elpam n'est plus la grande gueule qu'il était. De plus, cette fois-ci, il est le seul à revenir sans aucun des articles qu'il avait demandés. Elpam lui répond qu'il a été associé à une bande de chasseurs débutants et qu'ils ont mis au point un plan pour lui voler ses objets. C'est pour cette raison qu'il s'est séparé du groupe. Pendant ce temps, ils ont tous trouvé la mort après avoir rencontré le boss de la porte. En entendant cela, Evus s'agite et demande quel type de monstre est le boss, apprenant qu'il s'agit de la bave d'un dieu. Mais cela ne fait qu'accroître sa frustration, et il se rend compte que tous les objets qu'il a prêtés ont dû fondre. Les dommages sont énormes, s'insurge-t-il. Qui plus est, le fait qu'Elpam parvienne à s'échapper est déjà un problème pour lui. Il est expliqué qu'il existe quelques règles communes pour la porte. Tout d'abord, le nombre de personnes autorisées à franchir une porte est limité. Si un groupe franchit la porte en fonction du nombre de membres qui y sont inscrits, la porte sera désactivée jusqu'à ce que tous les membres du groupe meurent. D'autre part, il existe également des restrictions de retour qui dépendent de la difficulté de la porte et du nombre de cercles que l'explorateur a éveillés. La couleur de la difficulté de la porte peut être connue par la couleur, allant du rouge au violet. De plus, il est possible de connaître la difficulté de la porte grâce à la couleur. Quelqu'un qui se trouve dans le cercle supérieur à la difficulté de la porte ne peut pas entrer. Enfin, il n'y a qu'une seule possibilité de franchir la porte. Cette règle est celle qui entrave le plus le franchissement des barrières, pour les raisons suivantes. Même si l'un des membres du groupe d'entrée parvient à survivre et à s'échapper, la porte disparaîtra et il leur sera impossible d'entrer à nouveau. Tant qu'un explorateur qui a franchi la porte ne meurt pas, il n'y a pas d'autre possibilité. Ces portes sont assez extrêmes. Quoi qu'il en soit, et même à ses yeux, la porte est déjà loin. Il sait qu'un slime d'or aurait été trop difficile à gérer pour un explorateur du premier cercle. Ainsi, il remarque qu'Elpam a tout juste pu survivre. De plus, la bave d'or a fait fondre tous les objets. Il est compréhensible qu'il n'ait pu en récupérer aucune. Mais quelle qu'en soit la raison, cela signifie qu'Elpam a échoué. Cependant, il semble qu'Evis soit trop hâtif dans ses conclusions. Elpam n'a pas encore fini de parler. Sans crier gare, il relève sa manche, révélant qu'un autre cercle a été déverrouillé et qu'il a mangé la bave d'or. Pendant qu'Evis analyse la situation, il panique et reste sans voix, tandis qu'Elpam se contente de revendiquer « Je crois que j'ai fait mes preuves avec ça ». Il veut donc devenir un explorateur de rang E, comme on le lui a promis. Mais Evis reste très impressionné par les exploits d'Elpam, le visage empli d'avidité. Il se rapproche de lui, déclarant qu'ils vont plutôt opter pour le rang D. Il traite même Elpam comme un grade C s'il travaille avec lui. Normalement, traiter quelqu'un de rang C qui n'a pas encore atteint le 3e cercle est suicidaire, car le rang d'un explorateur est fortement influencé par son cercle. La différence entre les cercles est flagrante.
Mais Elpam n'est pas un homme ordinaire. Réveiller un cercle à l'aide d'une pierre magique n'est pas à la portée de n'importe qui. De plus, Elpam possède un instinct de survie et un talent hors du commun. Non seulement il a éveillé le deuxième cercle, juste après avoir éveillé le premier, mais il l'a fait en un temps record, quelque chose qu'Evis n'avait jamais vu auparavant. « J'ai besoin de lui », pense-t-il. De son côté, Elpam est tout simplement soulagé que l'attitude d'Evis à son égard s'est améliorée, beaucoup plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. On peut s'y attendre, d'autant plus qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour la première subjugation d'une porte de 100 d'hommes de grade rouge. Apparemment, les groupes de marchands et les guildes d'élite ont organisé un événement de grande envergure qui a suscité l'intérêt de la population locale. Naturellement, cela a suscité l'intérêt de Gapr Merchant. Et pour Elpam, c'est particulièrement pratique, car cela l'aidera à faire avancer son plan encore plus rapidement. Mais il a d'abord besoin de quelque chose. Il demande à Evis de me prêter quelques mésos, une demande qui rend Evis furieux, comme l'a dit le Joker. Si tu es bon à quelque chose, ne le fais jamais gratuitement. Selon certains, ce sont les portes qui ont ouvert l'ère des aventuriers. Cependant, à leur insu, ils ont été piégés par le mage noir. À cause de cela, de nombreux explorateurs ont perdu la vie aux portes, ce qui a entraîné une lente érosion du potentiel de l'humanité, et le dernier jour est arrivé. D'innombrables monstres qui attendaient en leur heure commencèrent à sortir des abysses. C'est ainsi que l'humanité fut finalement vaincue. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce dernier jour n'est que dans 3 ans, un avenir qui n'est pas si lointain. Elpam doit donc agir vite. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, il prend congé de la base marchande de Gapr. En s'éloignant, il commente le fait que ces fonds ne sont pas suffisants, mais qu'ils suffiront au moins pour commencer. Il révèle que le sort de subjugation découvert cette fois-ci est une porte de grade rouge, ce qui signifie que seuls les aventuriers du deuxième cercle et moins sont autorisés à entrer. Normalement, le marchand de Gapr trie et engage des explorateurs de haut niveau, mais s'ils investissent en lui, c'est à cause du portail. Quoi qu'il en soit, il a obtenu quelques mésos pour l'instant. Bien sûr, il serait stupide de dépenser tout cela pour des objets, moi surtout si l'on considère que les articles dont il aurait besoin sont beaucoup trop chers. Il serait sans doute plus judicieux de le dépenser en alcool et en filles, mais bon, qui me demande mon avis? Au contraire, Elpam affirme qu'il y a une chose qu'il serait le plus utile d'acheter. Et pour se procurer ce quelque chose, il se rend à l'endroit même qu'il déteste, le marché des esclaves, également appelé marché du travail. Là, il est immédiatement rencontré par un marchand qui commence à s'interroger sur ce qu'Elpam cherche, des bats ou des guerriers. Mais Elpam refuse ces 2 services. Il s'exclame plutôt qu'il est là pour quelqu'un de précis, et demande au marchand de le guider vers cet homme. C'est ainsi qu'Elpam est emmené dans la salle de punition, un lieu souvent utilisé pour discipliner ceux qui n'écoutent pas, tout comme la personne qu'Elpam recherche. Ils finissent par arriver à destination, mais même le commerçant ne recommande pas vraiment à Elpam de poursuivre sa décision. De toute façon, Elpam sait déjà pourquoi il est ici, et rien ne le fera changer d'avis. Devant lui se trouve un homme enchaîné et couvert de cicatrices. « C'est lui que je cherchais », proclame-t-il. Tandis que cet homme, la rage et la colère dans les yeux, lance un regard noir à Elpam. Il s'avère qu'avant qu'Elpam ne remonte le temps, il y avait une certaine personne dont la mort a accéléré la destruction du monde. Il y a quelqu'un qui n'est autre que le héros de Polarn. Iran, l'un des 6 héros. Elle a été assassinée, et a été le premier et dernier disciple de l'Iran. Et l'auteur de cette destruction est Devo, le tueur de héros. Qu'est-ce qui se trouve être celui qui se tient juste en face de lui? Voyant un visage inconnu, Devo sent immédiatement son hostilité et dit à Elpam de s'en aller. Pour l'instant, Devo n'est qu'un simple esclave, et son attitude déplaisante a fait de lui un objet de convoitise. Même le marchand affirme que Devo est complètement fou, mais rien ne fait changer d'avis Elpam. Apparemment, Elpam et Devo ont tous deux fait l'objet d'une attention particulière de la part de personnes à venir, surtout après le dernier jour. Il se trouve qu'ils présentent tous deux de nombreux facteurs similaires, comme le fait d'être originaires de la même région, le même moment d'éveil, et même le même ensemble de compétences. Cependant, il y a une chose qu'ils ont tous les deux en commun. Ils ont tous les deux besoin de mésos. Elpam demande combien coûtent les services de Devo, et Devo annonce qu'il veut un énorme million de mésos. Selon Elpam, si Devo a besoin de tant d'argent, c'est parce qu'il a une sœur atteinte de la maladie du sang noir. Bien entendu, cette somme n'est pas une plaisanterie et Devo ne pense pas obtenir le prix qu'il demande. Cependant, à sa grande surprise ou à sa grande joie, devrais-je dire, Elpam sort le million et le fait miroiter à Devo, avide d'argent, qui le fait saliver. Il fixe ainsi les termes du contrat, mentionnant que leur contrat durera 1 an et que les bénéfices seront de 7 pour 1, en priorité entre ses mains. Cela laisse le marchand perplexe, car Elpam veut faire de Devo un camarade plutôt qu'un esclave.
Quoi qu'il en soit, Elpam remet le contrat à Devo en lui demandant de confirmer les détails, mais Devo la saisit et la scelle avec son sang, sans même prendre la peine de la relire. De plus, maintenant que le contrat a été établi, Elpam veut commencer l'exploration immédiatement, et Devo est plus qu'impatient, annonçant « I'll be your dog » bien mieux que d'autres. Ils se dirigent alors tous deux vers une porte de grade rouge toute proche, mais Devo semble mal à l'aise. Il explique que même s'il est reconnaissant pour cette nouvelle arme, il utilise habituellement un mot d'ordre, et qu'il serait préférable de changer son arme de poing pour une arme similaire. Mais Elpam refuse, prétextant qu'il doit utiliser une arme à feu lorsqu'il travaille avec lui. Mais Devo n'en a pas fini. Il demande où sont les autres coéquipiers car la limite d'inscription est fixée à 8 personnes. Cependant, Elpam explique qu'il n'y a personne d'autre qui entend cela. Devo commence à paniquer, mais il est poussé par son employeur. Immédiatement, Devo est furieux et se demande à quel point Elpam est stupide pour franchir cette porte prévue pour une équipe de 8 personnes avec seulement 2 d'entre elles. Enfin, ils n'ont pas le temps de se chamailler. Ils sont alors assaillis par une horde de monstres à souche. Mais il s'avère que un ennemi de son calibre ne fait pas le poids face à Elpam, qui les élimine tous en un clin d'œil, laissant Devo perplexe et se demandant ce qu'il en est de ce monstre. D'autre part, dans un manoir sinistre, on apprend que les groupes de marchands ont mordu à l'hameçon. Owen explique que l'heure de l'événement est en cours de programmation et qu'ils ont fini de sélectionner les membres qu'ils déploieront, demandant à son maître la permission de continuer. En réponse, un homme aux cheveux blancs l'autorise à le faire avant de boire son vin. Tout en regardant le mouvement, il lève son verre, annonçant qu'il sera fait comme il l'entend. Liberté pour le monde de l'érable, porte-t-il un toast? Aussi, pourquoi ce type ressemble-t-il à un vampire médiéval gay? De retour à l'intérieur de la porte, Devo nettoie le désordre et ramasse toutes les pierres magiques qu'il a trouvées. Mais ce n'est pas suffisant pour un surdoué comme Elpam qui veut continuer dès qu'il a terminé. En conséquence, ils commencent tous deux à errer autour de la porte. Là, Devo commence à réfléchir au marché qu'il a obtenu. Au début, il pensait qu'Elpam était fou, mais il s'est vite rendu compte qu'il était très fort. Il n'a jamais vu ou entendu parler de quelqu'un qui utilise la flèche de feu de la même manière que son patron et fait remarquer qu'il va pouvoir faire fortune. Il est pourtant avec quelqu'un d'aussi compétent qu'Elpam, puisqu'ils se promènent. Ils finissent par tomber sur un autre groupe de monstres. Devo repère les numéros des ennemis et découvre qu'il y a 9 souches en face d'eux, un nombre tout à fait correct selon Elpam. Bien sûr, Devo demande ce qu'Elpam veut dire, mais à son tour, il a juste jeté un regard de mort, et l'instant d'après, Devo saute sur la horde et commence à la taillader. Dans son esprit, il condamne Elpam, le traitant de fou. Même 10 vies ne suffiraient pas, s'exclame-t-il malgré tout. Il doit agir selon les ordres de son patron fou. Pendant ce temps, dans les coulisses, Elpam observe le travail bâclé de Devo, sachant pertinemment que cette arme est celle qui rendra son com le plus fort. Pour lui, il n'y a pas lieu de douter de son talent, depuis qu'il a été choisi pour être le disciple du héros de l'arme blanche Iran, et comme il l'a soupçonné en un clin d'œil. Devo commence à prendre ses marques. L'un après l'autre, il abat les monstres. Il reçoit même un compliment de la part d'Elpam, qui s'étonne que Devo soit si fort, alors qu'il n'a pas éveillé le premier cercle. C'est alors que le sol se met à trembler, comme s'il s'agissait d'un tremblement de terre. Pensant qu'il s'agit d'un tremblement de terre, Devo est contraint de s'arrêter. Cependant, lorsqu'il lève les yeux, il découvre quelque chose de bien plus effrayant. Un boss de porte appelé Stumpy. Dès qu'il apparaît, ce monstre commence à faire des ravages et s'attaque à Devo. Heureusement, Elpam intervient au bon moment et sauve Devo d'une mort certaine. Elpam jette alors sa commune sur le côté. C'est tout simplement irrespectueux et il tourne son attention vers ce monstre géant qu'est l'arbre. Mais, pour lui au moins, la taille ne fait pas tout. Elpam prétend que la plus grande taille de son adversaire lui permet de le frapper plus facilement, mais il se trompe lourdement. Dès qu'il décoche une flèche de feu, le monstre utilise une de ses branches pour dévier le sort, sans subir de dégâts. En voyant cela, Elpam est impressionné par la vitesse de cet ennemi, mais il a encore quelques tours dans son sac. En utilisant l'anneau de télékinésie, il modifie la trajectoire de sa prochaine attaque. Cependant, juste avant qu'il n'entre en contact, le Stumpy parvient également à le bloquer. Devo fait dans son froc, et le duo s'enfuit aussi vite qu'il le peut. Pendant ce temps, Elpam réfléchit à la manière d'abattre ce chef. Il sait que ce n'est pas parce que ses attaques ne fonctionnent pas, car le Stumpy ne se soucierait même pas de bloquer si sa magie était inefficace. Cela signifie que ce sont les branches qui posent problème. Soudain, l'une des branches vole dans leur direction, faisant trébucher et tomber Devo. Cette attaque est suivie d'une autre, et Devo est incapable d'esquiver. Heureusement, juste à temps, Elpam agit une fois de plus en utilisant sa télékinésie pour l'aider à s'échapper.
Mais le spectacle n'est pas encore terminé puisqu'ils se mettent en sécurité. Les souches de menu fretin les entourent et Elpham laisse Devo s'en occuper, tandis qu'il s'attaque lui-même au géant Stumpy. Cependant, Devo n'est pas d'accord avec ce plan. Dans son esprit, il pense qu'il n'est pas possible de vaincre un tel ennemi sans plan. Pourtant, Elpham a confiance en ses capacités. Comme la dernière fois, il envoie une nouvelle flèche de feu, que le monstre bloque à nouveau. Cependant, contrairement à la dernière fois, une autre flèche sort de nulle part, transperçant le monstre et lui infligeant les premiers dégâts. Selon Elpham, bien que la cible soit rapide et qu'il soit impossible de la toucher avec la télékinésie, il peut toujours utiliser son deuxième cercle pour envoyer simultanément 2 sorts. Lentement mais sûrement, les dégâts commencent à s'accumuler. Voyant cela, Devo commence à se réjouir et explique qu'il y a une flèche de feu derrière la première. Et quelle que soit la vitesse des branches, le Stumpy ne pourra pas dévier ses attaques consécutives. Hélas, en bon idiot qu'il est, il se laisse entraîner à regarder le combat et permet accidentellement à certains de ses membres de s'en prendre à Elpham. Bien sûr, Elpham s'occupe facilement de ses mauviettes, mais cela donne au Stumpy assez de temps pour récupérer un peu, et il lance un contre. Cela énerve Elpham, et il vient voir comment ce monstre attaque, et il cède la moindre des ouvertures qu'il donne. Il se retrouve alors dans l'embarras, car l'une des branches s'abat sur lui de plein fouet. Mais il est sauvé de justesse par Devo, qui arrive en trombe. Juste avant le contact, il parvient à tirer Elpham derrière lui, laissant son calme et sa lumière voir un autre jour. En retour, il ne veut pas entendre parler de la façon dont vous avez laissé filer ces petites frites. En voyant cela, Elpham s'enthousiasme à son tour. Avec un sourire sinistre, il se met lui aussi en marche, se demandant si Devo s'est enfin habitué à sa nouvelle arme. Et, avec son accord, il annonce qu'il est temps d'y aller pour mettre fin à la situation. C'est ainsi qu'ils unissent leurs forces pour venir à bout de cet arbre gigantesque. Tandis qu'Elpham attaque à distance, envoyant des flèches de feu répétées l'une après l'autre, Devo se rapproche pour être à portée de ses coups de mêlée et leur plan semble fonctionner. Le monstre, incapable de suivre les deux, commence lentement à être repoussé. Bien entendu, il ne se laisse pas faire sans riposter et tente donc de contre-attaquer. Il attaque Devo des 2 côtés, mais le travail d'équipe de nos duos héroïques est déjà si fort, on ne croirait pas que c'est la première fois qu'ils se battent ensemble. Devo parvient à échapper au coup et à couper quelques branches. Mais tout a une fin. Alors qu'il pensait s'en être tiré à bon compte, dans son angle mort, l'une des branches l'atteint directement, lui infligeant d'importants dégâts. Il vomit alors du sang et s'envole, profitant de l'occasion. Le monstre arbre tente de manger Devo d'un seul coup, mais heureusement, Elpham est là et ne le permet pas. Grâce à sa télékinésie, il parvient à éloigner Devo du danger avec un rocher, mais la bête ne recule pas. Il s'agit plutôt d'une pression constante qui détruit la plateforme sur laquelle Devo s'appuie. De toute évidence, même pour l'un des explorateurs les plus forts, combattre et protéger quelqu'un en même temps n'est pas trop, mais pas assez gênant. De toute sa force, Elpham contrôle de nombreux rochers, permettant à Devo de sauter d'une marche à l'autre pour éviter d'être réduit en miettes. Finalement, ils parviennent tous deux à se placer dans une position favorable, et Elpham donne l'ordre de mettre fin à cette bataille. Finissons-en. Il proclame, et Devo se déplace pour regarder l'autre dans les yeux, laissant son bras armé bloqué et forçant le patron à hurler de douleur et à reculer. Hélas, Devo tombe et s'écrase au sol. Bien qu'il semble aller bien, sans la moindre hésitation, il s'élance pour tuer, sautant vers son adversaire aveuglé. À ce moment, Elpham assiste son camarade en lui envoyant l'arme de sa loge dans les mains, et Devo fait en sorte que tous ses efforts soient récompensés. « Voici le dessert », crie-t-il à haute voix, en poignardant le 2e œil du monstre, le rendant définitivement aveugle. Cependant, à en juger par son apparence, même le fait d'être partiellement handicapé n'est pas suffisant pour arrêter ce petit bonhomme. C'est ce qu'on appelle être motivé. Sans perdre une seule seconde, le monstre s'apprête à manger Devo pour se venger de ses yeux. Mais alors que la situation semble désastreuse, Elpham arrive. Il réussit à temps à envoyer à l'Union européenne 2 flèches de feu directement dans la bouche du monstre, l'enflammant de l'intérieur. Bien qu'il soit en lambeaux et couvert d'échymoses, le Devo s'en sort vivant de cette épreuve infernale, alors que le monstre éclate en 1000 morceaux. Plus tard dans la nuit, dans une maison quelque part dans la ville, une jeune fille est vue en train d'attendre quelqu'un. Constatant que son invité est en retard, elle décide de dîner seule et d'aller se coucher. Cependant, au moment où elle fait ses prières, elle entend frapper à la porte. Surprise et curieuse de savoir de qui il s'agit, elle s'empresse d'aller ouvrir la porte. Elle découvre que son frère bien-aimé, Devo, se tient devant elle, ensanglanté et meurtri. En voyant son frère dans un tel état, les larmes commencent à couler sur le visage de la jeune fille, et elle se précipite pour serrer Devo dans ses bras, lui souhaitant la bienvenue après sa brutale aventure.
Mais toutes les histoires ne se terminent pas aussi bien. D'autre part, dans une cabane isolée dans les forêts, Elpalm est vu en train de fixer intensément quelqu'un avec une expression sinistre sur son visage. Au loin, une photo montre le jeune Elpalm avec son père, mais la cruelle maîtresse qu'est le destin a changé les circonstances. L'instant d'après, on voit le cadavre en décomposition du père d'Elpalm. Bouleversé, il prend un bond. Un regard dur avant d'incinérer son père et de mettre le feu à la hutte. Sur ce, il s'éloigne d'un air attristé, comme s'il faisait ses adieux à son père bien-aimé. D'un autre côté, Ivas semble être lui-même dans le pétrin. « Ah ! Quel problème !» soupire-t-elle. Apparemment, la date de l'asservissement de 100 hommes approche à grands pas, mais les membres du groupe n'ont pas encore été choisis. De plus, Lord Raken a confié à Ivas la responsabilité de l'opération, et s'il ne s'acquitte pas de sa tâche, il risque d'avoir des ennuis. Il s'avère que les 10 groupes de marchands seront très attentifs à l'asservissement de 100 hommes, surtout si l'on considère qu'un objet épique, voire légendaire, ne manquera pas d'être découvert dans cette porte. Cependant, la réalité est que cela sera assez difficile dans l'état actuel des choses. Les 3 sœurs Nanisha, appartenant au syndicat Goldrichy, y participeront, et devant des aventuriers aussi impressionnants, appelant les explorateurs du 2e cercle du marchand Gapre, est presque embarrassante. Ce n'est que l'étendue du pouvoir qu'ils possèdent. Mais ce n'est pas tout. Les 10 autres équipes envoyées par les marchands sont également redoutables, et les marchands de Gapre ont la plus mauvaise réputation de tous. De plus, l'ajout d'un nouvel explorateur qu'il vient juste de rencontrer ne semble pas correct. Est-ce parce qu'il était un esclave appâté? Qu'est-ce que c'est que ce classisme? Soudain, la porte de Ivas s'ouvre en claquant. Voyant cela, il se met en colère et demande qui ose entrer dans son bureau sans frapper. Mais il découvre alors que ce n'est autre que le seigneur Raken. Il est arrivé pour le rencontrer en personne. Dès son arrivée, Raken s'enquiert de l'état d'avancement du groupe de soumission de 100 hommes, mais Ivas explique qu'il n'en a pas encore terminé. En entendant cela, Raken est surpris. Ce n'est pas comme si Ivas avait retardé des affaires aussi importantes, et lui a demandé ce qu'il était advenu du nouveau jeune explorateur qu'il avait mentionné, alias Elpam. Ivas lui répond qu'il ne fait pas entièrement confiance à Elpam. Le groupe de Chev ayant été anéanti, il n'y a aucun moyen de confirmer ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de la porte. Et donc, il y a encore des choses dont il se méfie. Bien que le talent d'Elpam ne puisse être mis en doute, il s'agit d'une question importante. Mais je suppose que Raken n'est pas le chef de cette organisation notoire pour rien. Il a une solution à tout cela en suggérant « Pourquoi ne pas le confirmer à nouveau ?» Raken prétend connaître l'endroit idéal pour y parvenir. Au point où il en est, il veut simplement former un parti avec tous les candidats et les envoyer à l'asservissement. Il y aura beaucoup de témoins cette fois-ci. Elle ricane malicieusement. Il est fétichiste de NTR ou quoi? Mais Ivas décide d'abord de tester les candidats. Il les convoque donc tous à une porte de grade rouge. Là, alors qu'Elpam et Divo arrivent à destination, ils sont immédiatement confrontés à des explorateurs hostiles qui ne semblent pas très heureux d'être associés à 2 anciens esclaves. Elpam se rend compte qu'aucun des explorateurs n'est le moins du monde accueillant. Waouh, c'était très perspicace. Selon lui, ces guerriers ne considèrent les esclaves que comme une nuisance, mais c'est tout à fait naturel à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience. Ils ont tous traversé des épreuves pour atteindre leur 1er et leur 2e cercle. Et ils sont complètement différents de l'équipe de Chev. Ils sont tous suffisamment compétents pour ne pas avoir besoin d'appât. Quoi qu'il en soit, maintenant que tout le monde est rassemblé, Ivas arrive et explique qu'il s'agit d'un test. Les explorateurs ont l'occasion de montrer que leurs compétences sont suffisantes. Mais cela ne fait qu'accroître la confusion des explorateurs. Enfin, Ivas révèle que c'est l'occasion pour tout le monde de défier la porte des 100 hommes, et que tous ceux qui sont là bénéficieront d'un traitement spécial. Cela donne des sueurs froides à tout le monde, alors qu'Elpam comprend déjà ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, ils franchissent tous la porte, pleins d'enthousiasme. En entrant, ils sont accueillis par une autre forêt mystique. En entrant, ils sont accueillis par une autre forêt mystique. Les parties décident de se séparer pour l'instant, et de ne coopérer que lorsqu'elles combattent le patron. Par conséquent, ils se sont tous séparés, laissant Elpam et Divo seuls. C'est bien triste. Quelqu'un se lie d'amitié avec eux. Divo était également enthousiaste à l'idée de se battre avec d'autres, mais cette décision pourrait bien être la pire qu'ils aient prise jusqu'à présent. Alors que l'équipe se sépare, Dalin, l'un des chefs du groupe, ordonne à ses troupes de chasser aussi vite que possible, car ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est alors qu'ils tombent sur un monstre solitaire, un champignon vert. Ils n'en font pas grand cas. Dalin utilise sa compétence, l'éclair d'énergie, pour faire frire le monstre vivant, commentant à quel point tout cela est ennuyeux. Mais alors que la poussière de l'attaque se dissipe, il reste perplexe après avoir constaté que la bête est en pleine forme.
Ébloui, il se dit que ce monstre est peut-être simplement résistant à la magie et ordonne à ses combattants de mêlée d'attaquer à la place. Cependant, avant qu'il ne s'en rende compte, tout son groupe est complètement encerclé. Un long et horrible combat s'engage alors, et les explorateurs finissent par s'en sortir, même s'ils sont épuisés. Ils viennent de vivre l'un des combats les plus difficiles de leur vie. Les coéquipiers de Dalin se demandent ce qu'ils doivent faire dans cette situation. Les monstres sont manifestement bien plus forts que ce à quoi ils s'attendaient. Dalin élabore alors un plan. Si les choses continuent ainsi, il leur sera difficile de lutter contre ce grand nombre. Il leur propose donc d'annuler la trêve et de s'adresser directement au patron, et Elpam sait que c'est exactement ce que pense la majorité des équipes. Apparemment, lui et son camarade ont déjà été confrontés à une telle situation, et Divo se retrouve à haleter lourdement, essayant de reprendre son souffle. Néanmoins, Divo est tout à fait d'accord avec le plan et est prêt à aller combattre le patron, mais il ne semble pas qu'ils soient tous les deux sur la même longueur d'onde. Bien qu'Elpam ait dit que tout le monde se focaliserait sur le boss, ce n'est pas son plan d'action. Il veut exterminer tous les autres mobs à la place. Selon lui, tuer le boss n'est pas le seul facteur d'évaluation, et les compétences en matière de harcèlement moral sont également prises en compte. De plus, comme il y aura beaucoup de concurrence pour tuer le boss, le combat pourrait s'avérer dangereux, et les aventuriers pourraient même s'opposer à eux. Et ce n'est pas tout. En fin de compte, Elpam reçoit un mauvais message de la part de cette porte, et veut rester prudent. De leur côté, les membres du groupe de Dolan parviennent à trouver la porte de sortie. Mais leur chance s'arrête là. Sorti de nulle part, l'un des membres se met à rire comme un fou. Bien sûr, Dolan tente de le faire taire, craignant que ces derniers n'attirent les monstres. Cependant, lorsque ses ordres ne suffisent pas, il saisit son subordonné par le col, horrifié de voir l'expression de son visage. Soudain, un brouillard violet engloutit entièrement le groupe, et Dolan se rend compte qu'ils ont tous respiré du poison. Bien sûr, ce n'est pas la situation dans laquelle il veut se trouver, et il se met à courir en annonçant « Il faut que je sorte d'ici ». Mais tous ses efforts sont vains. Avant qu'il ne puisse atteindre la porte de sortie, un monstre géant des toilettes se faufile derrière lui, sécrétant de plus en plus de brouillard empoisonné. Finalement, le poison commence à prendre le contrôle de Dolan, qui se met lui aussi à rire comme un fou. Pendant ce temps, Elpam et Divo poursuivent leur chasse à la pègre. Ou plutôt, Divo est le seul à se battre, car Elpam n'a pas levé le petit doigt aujourd'hui. Tout à coup, Divo aperçoit une fusée éclairante dans le ciel, informant tout le monde de se rassembler. Comme mentionné précédemment, le signal était censé rassembler toutes les parties, au cas où quelqu'un trouverait le patron, mais Divo n'a jamais vraiment pensé que quelqu'un le ferait. Néanmoins, toutes les équipes se rassemblent, et, dès leur arrivée, Elpam constate qu'une équipe manque encore à l'appel. Quoi qu'il en soit, maintenant que la plupart d'entre eux sont là, l'un des chefs commence à expliquer la situation. Il révèle que son équipe a trouvé le monstre patron, et ils ont également confirmé que le parti de Dolan a été anéanti par la bête. Il s'avère que le boss de cette porte est un champignon vénéneux, Gaiden. Regarde le visage de cette chose. Quelqu'un n'a pas été aimé quand il était enfant. En entendant cela, tous les explorateurs perdent la tête. Ils commencent à bavarder entre eux, expliquant qu'ils n'ont aucun moyen d'attaquer un tel ennemi. Dans leur esprit, il serait préférable qu'ils renoncent à l'asservissement et s'échappent. Pendant ce temps, Divo ne sait plus où donner de la tête. Il demande à Elpam si ce champignon vénéneux est vraiment un adversaire si dangereux. Cependant, Elpam est occupé à traiter toutes ces informations, car selon lui, ce champignon vénéneux est le pire monstre boss qu'ils aient pu rencontrer. Bien sûr, ce faisant, il ignore complètement Divo, s'agite de plus en plus, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Elpam explique qu'il est déconseillé de combattre ces monstres au corps à corps en raison des spores qu'ils libèrent, et qu'il leur est donc impossible de prendre l'avantage en termes de nombre. Leur seule chance de victoire réside dans les attaques à distance, mais cela aussi est plus facile à dire qu'à faire. La défense et la vitesse du champignon dépassent l'imagination, de sorte que les attaques ordinaires ne font aucun dégât. Le chef du groupe intervient alors, affirmant que le boss se trouve toujours devant la porte de sortie, et il est impossible de s'échapper sans rencontrer le boss. Mais Divo n'est pas sûr de tout cela. Dans son esprit, il est confiant dans les capacités d'Elpam, mais Elpam lui dit simplement de se taire. Au lieu de cela, il alimente les flammes de la peur. Dans le cœur des aventuriers, il affirme que même ses flèches de feu ne parviendront pas à entamer cette bête. Il mentionne même que les mobs normaux sont plus coriaces dans cette porte, ce qui signifie que le boss sera facilement difficile à affronter. Mais malgré tout, il a toujours un plan. Son équipe servira d'appât. 50 000 mésos par personne. Vous êtes 30, ce qui fait un total de 1,5 million de mésos. Il exige ce paiement, annonçant que si ces conditions sont remplies, alors il sera votre appât.
Bien sûr, Divo n'est pas très enthousiaste à cette idée, mais le chef des partis ne l'est pas non plus. Il demande à Elpam de se taire. Selon lui, ce n'est pas un adversaire contre lequel l'APA serait utile. Même s'ils leur font confiance, ils mourront immédiatement si l'APA est incompétent. Un esclave n'est rien d'autre qu'une nuisance dans une porte de haut niveau, s'exclame-t-il. De plus, il doute des compétences de l'équipe d'Elpam, lui rappelant que Divo n'est qu'une ordure qui n'a pas encore éveillé son premier cercle. Si c'est le cas, que pourrait bien accomplir cette équipe ractique? En entendant ces insultes, Divo commence à perdre la tête, mais Elpam le retient en lui demandant si quelqu'un d'autre a un autre plan. Bien sûr, comme ils ont perdu le signal, personne n'a de bon plan d'action. Il corrige également l'homme en lui expliquant que Divo a réveillé son cercle. À ce moment-là, une autre dirigeante se joint à eux. Elle accepte de payer les 50 000 mésos par personne, s'ils deviennent des appâts, mais elle n'a pas les moyens de les payer pour l'instant. Mais Elpam n'est pas avare et les laisse payer une fois qu'ils sont sortis, en disant aux autres de se considérer comme des sacrifiés s'ils échouent. Mais ces idées ne se concrétiseront que si chacun d'entre eux accepte de payer. Et en fin de compte, c'est ce qu'ils sont obligés de faire. Plus tard dans la journée, alors que le champignon vénéneux se régale des cadavres d'une nouvelle équipe tombée au combat, Elpam et Divo mènent la distraction. Il est bon de voir qu'ils ont au moins une protection pour leur poison. Elpam décoche une rafale de flèches, expliquant qu'ils attaqueront dès que le monstre les aura repérés. Bien sûr, cela ne prend pas beaucoup de temps si l'on considère qu'il vient d'être abattu d'une balle dans la tête, et il s'élance vers ses agresseurs. Et juste au moment où le monstre poursuit le duo, le reste des explorateurs s'enfuit, activant la porte de secours et essayant de fuir aussi vite que possible. Pendant ce temps, Divo et Elpam voient leur chemin obstrué par une bande de petites frites, mais Divo s'occupe facilement de tous ces aspects. Hélas, cela lui fait prendre du retard pendant un moment, ce qui permet aux champignons vénéneux de le rattraper. Mais c'est alors qu'Elpam se joint au combat. Il utilise ses flèches de feu et ses pouvoirs de télékinésie. Il modifie constamment la trajectoire de la flèche, lançant des attaques sous tous les angles. Mais cela ne suffit pas à abattre ce monstre boss, qui esquive facilement tous les coups et gagne lentement du terrain. Heureusement, juste avant que la bête ne les rattrape, ils trouvent une petite paroi rocheuse et sautent dedans, évitant de justesse l'attaque du monstre. Mais il s'avère que tout cela fait partie du plan d'Elpam, alors qu'il tombe dans la rivière. Elpam vise directement la tête du champignon vénéneux, établissant un contact direct au moment où l'on s'en doutait le moins. Néanmoins, ils finissent tous deux par tomber et par être emportés par le courant de la rivière. Heureusement, nos deux héros survivent à la chute. La Divo a failli mordre la poussière et ils se sont échoués sur le bord d'une rivière voisine. Toujours déconcertés par leur ennemi, Divo demande ce qu'est ce monstre, et Elpam explique qu'il s'agit du chef de la porte, une bête qu'ils doivent préparer longuement pour pouvoir la chasser. Mais tout cela n'est que baliverne pour Divo, qui refuse d'en croire ses oreilles. Il ne peut imaginer qu'à eux deux, ils puissent vaincre un tel ennemi. Et c'est exactement ce qu'Elpam avait en tête, faire flipper Divo. Mais n'est-ce pas ce qui a toujours été prévu? N'était-il pas venu ici dans le but précis de vaincre le patron? Cependant, Divo réplique en affirmant que tout cela s'est passé avant qu'il ne sache qu'il se battait contre ce monstre aux champignons vénéneux. N'est-il pas logique qu'il fasse une retraite tactique? C'est un comportement lâche, si vous voulez mon avis. Pour lui, le travail est déjà terminé, puisqu'ils ont permis aux autres de s'échapper. Je veux dire, comment sont-ils censés repousser des ennemis, qu'ils ne peuvent même pas blesser? Mais rien de tout cela n'inquiète Elpam, qui estime que maintenant que la concurrence a disparu, c'est le meilleur moment pour eux d'attaquer. En outre, ils parviennent à obtenir un peu d'argent supplémentaire et à demander si Divo avait l'intention de rompre le contrat. Divo finit par se laisser convaincre, mais pas avant d'avoir demandé « Avez-vous vraiment un plan pour le vaincre ?» D'un autre côté, le reste des explorateurs s'en sortent vivants. En voyant cela, Evis reste confus, pensant qu'il est bien trop tôt pour que cette soumission à 4 demandes prenne fin. Il demande alors à Juber, la femme chef du parti, ce qui s'est passé. Il s'aperçoit que certains d'entre eux ont disparu. Là, Juber révèle que l'asservissement a échoué. Dalen et son groupe ont été complètement anéantis, alors qu'ils n'ont réussi à survivre que grâce à Elpam et à son équipe, qui ont servi d'appât. D'après elle, il leur sera impossible de vaincre le monstre patron de cette porte, avec seulement les gens qu'ils ont ici. En entendant cela, Evis s'agace et se renfrogne, mais le juge reste inébranlable, révélant que le monstre patron est un champignon vénéneux fou, tristement célèbre pour sa férocité. Dans cette situation, il n'avait pas d'autre choix. En entendant cela, Evis prend immédiatement la décision de se retirer. Cependant, Juber remet en question cette décision. Elle prétend que si la porte est toujours active, c'est qu'Elpam est toujours en vie à l'intérieur, mais cela n'a rien d'inquiétant. Comme l'a dit Juber,
Le boss est un ennemi redoutable. Et ce n'est qu'une question de temps avant que lui et Devo ne mordent la poussière. Il propose aux aventuriers d'attendre leurs prétendus camarades s'ils le souhaitent. Mais il a des choses plus importantes à faire. C'est ainsi qu'il prend congé, pensant que peu importe la difficulté de l'adversaire, il n'y avait pas de moi pour les personnes médiocres qui lui apporteraient de tels résultats. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui puisse surmonter cela. Quelqu'un qui puisse rendre l'impossible possible. C'est un peu trop demandé, non? De retour à l'intérieur, Elpam est prêt à passer à l'offensive. Du haut d'une falaise, il pointe son bâton et décoche une flèche de feu. Selon lui, le patron est cette fois-ci beaucoup plus fiable et plus rapide que tous ceux auxquels il a été confronté. De plus, son caractère vénéneux le rend encore plus difficile à combattre. Dans de telles circonstances, il n'y a pas d'autre choix que de créer une distance et d'attaquer la puissance écrasante. Hélas, à ce stade, il est impossible de porter une telle force à partir du personnel, mais il peut utiliser sa télékinésie pour faire tourner la flèche. La puissance d'attaque augmentera. Inspiré par une balle, c'est la seule compétence qu'il peut utiliser pour gagner contre ce monstre. Nommez cette technique un revolver. Au loin, ce revolver atteint directement la cible, laissant derrière lui un trou béant dans le corps du champignon. Apparemment, Elpam visait le noyau, même s'il espérait se tromper légèrement dans sa visée. Mais ce n'est qu'une opportunité pour le champignon, qui commence immédiatement son comptoir. En réponse, Elpam sort quelques autres revolvers, mais ne parvient pas à toucher la cible. Il s'avère qu'il n'est pas facile de contrôler la trajectoire tout en visant le revolver, sans parler du problème du temps de recharge. Il doit donc en finir avant que la bête ne puisse se frayer un chemin jusqu'à la falaise. Et pour s'assurer que leur plan fonctionne, Dave va se poster juste en dessous, prêt à poser un piège. Dès que le boss s'approche, il tire une corde, faisant trébucher le champignon vénéneux et le forçant à tomber dans un marécage. Les mouvements du monstre sont alors entravés, ce qui permet à Deva de porter un coup audacieux, qui inflige des dégâts considérables à distance. Il provoque ainsi encore plus l'ennemi, le mettant au défi de venir l'attraper. Pourquoi ne pas nous battre à l'air libre? Il se moque de la bête,